Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, on fait un retour avec l'ensemble des coordinateurs de conseillers numériques qui étaient présents sur le NEC Chambéry 2024 pour vous faire un peu voilà, un rapport de ce qu'on a pu entendre, voir pendant ces 3 jours, 4 jours même presque. Voilà, très intense. Alors, on se prend 1 heure pour échanger, mais donc pour vous présenter globalement la découverte du NEC, quelques actualités qui nous ont été partagées, notamment des nouveautés dont l'espace COP de la médiation numérique, la présentation de la démarche Café Lia, un retour sur un atelier qui portait sur l'intervention en milieu rural et aussi sur des ateliers qui portaient sur le lien entre médiation sociale et médiation numérique. Et donc avec voilà, les 3 coordinateurs de conseillers numériques normands qui étaient présents à NEC 2024 et moi-même une coordinatrice du Hub Numi. Alors bon, on n'est pas très nombreux, mais bon, si vous avez envie de jouer 1 minute, je vous invite à- à vous connecter à ce quiz. Et, hop, ok. Bon, je vais commencer là-dedans maintenant. Est-ce que vous arrivez à vous connecter? Oui, Oui. Alors, première question, c'était, voilà, puisqu'on a pu rencontrer à l'occasion du NEC Chambéry le ou la nouvelle ministre chargée du numérique et de l'intelligence artificielle qui était nommée depuis quelques jours. Donc voilà, de voir si vous avez vu passer cette actualité, donc qui date un peu plus d'1 mois. Donc je vous propose 3 réponses, qui est le ou la nouvelle ministre chargée du numérique et de l'IA, euh, Jeff Bezos, Clara Chapaz ou Alain Damasio. Ouais, j'étais d'humour un peu taquine. J'en profite de ce webinaire pour tester aussi des outils, enfin, des nouvelles fonctionnalités dans certains outils. Donc voilà, c'est l'outil de quiz, un petit peu Kahoot ou Clap et compagnie qui s'appelle Mentimeter. Donc voilà, je teste l'outil en même temps. Ah, Alain Damasio, il y en a certains qui aimeraient que Alain Damasio soit notre ministre du numérique. Bon, je passe à la question suivante. Quelle est la spécialité de Chambéry? Alors, le génépi, la fondue et tout ce qui est à base de fromage de montagne et des chambres d'hôtel sans eau chaude. Alors, il y a une réponse qui est un petit c'est clin du d'œil. vécu. Voilà, exactement. Un petit clin d'œil voilà, à l'un d'entre nous qui n'a pas eu de chance, qui n'est pas tombé sur le bon hôtel. Ça Eh bien, revient. parce que c'est ça aussi, NEC, hein, on part, voilà, on part à l'exploration des villes et des fois on découvre des choses. Un peu bizarre. Voilà. Donc, bah, en fait, il y a plusieurs bonnes réponses, hein. Les 3, c'était des bonnes réponses, mais le génépi et la fondue. On a pu déguster pas mal de fromage lors du NEC. Et selon vous, quelle ville accueillera le prochain NEC 2025? Alors, c'est vraiment du pronostic, parce que la prochaine ville n'a pas été encore annoncée. Les propositions, est-ce qu'il y a des axes qui sont ressortis ou pas? Ah, bon, alors hop. Ah, bah oui, mais alors, on aimerait bien en Normandie, ouais, quand même. Bon, ce ne sera pas pour 2025, hein, mais voilà. En tout cas, pas de NEC national, mais j'espère qu'en 2025, peut-être on arrivera à avoir quelques NEC locaux. Locaux, ouais. Très bien, bah, merci d'avoir joué le jeu. Euh,
Donc, tout d'abord, le NEC, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une démarche avant tout, en fait. On parle souvent du NEC comme l'événement national qui a lieu une fois par an. Donc, l'année dernière, c'était Bordeaux, l'année d'avant, Lens, etc. Cette année, de Chambéry, en Savoie. Mais en fait, le NEC, c'est avant tout une démarche qui permet vraiment de construire un numérique d'intérêt général. Et pour ça, il y a plusieurs éléments dans cette démarche. Il y a vraiment l'idée de se rassembler, enfin d'avoir une communauté d'acteurs. Donc, on se rassemble à l'occasion des NEC, mais on fait communauté aussi autour d'autres choses, notamment autour de la production de ressources, et notamment les productions de ressources qu'on va pouvoir retrouver sur les bases du numérique d'intérêt général. Voilà, faire du numérique en commun, c'est aussi créer des ressources, les partager dans une logique de commun, échanger, se rencontrer, monter en compétences ensemble. Et donc, la démarche NEC, elle se retrouve aussi à travers les outils du programme Société numérique comme le labo et comme la revue NEC. Donc là, je vous ai mis dans la présentation un lien vers les différentes revues NEC qui ont été produites à l'issue des NEC nationaux, à l'issue des NEC locaux, dans lesquelles on peut trouver pas mal d'actions inspirantes, pas mal de ressources. Et puis après, bah, le NEC, celui qu'on connaît le plus, bah, c'est le NEC national. Et puis les NEC locaux. Donc, comme je le disais, voilà, j'espère qu'en 2025, on arrivera à en mener peut-être un ou deux en Normandie à des échelles départementales ou infradépartementales. Euh, voilà pour ce qu'est le NEC. Et je vais passer la parole à Claire qui va, voilà, en tant que, puis aux autres coordinateurs exactement, et éventuellement aussi qui étaient là pour la première fois, de nous faire part, voilà, en quelques minutes de leur ressenti vis-à-vis de leur première édition du NEC et à quoi ça ressemble un NEC national. Oui, mais j'avais vraiment envie de partager autant que des choses spécifiques, l'énergie globale et la manière dont est organisé cet événement. Peut-être je vais vous inviter à faire un tour en même temps que je parle sur le programme. Je vous ai mis le lien sur le chat. C'est notamment le format des ateliers, des animations et des stands qui est vraiment intéressant. Déjà, il faut se rendre compte que c'est vraiment gigantesque, hein. Il y avait 1600 participants, presque 200 intervenants. Enfin, et les thématiques sont vraiment extrêmement variées si vous voulez faire un petit tour en même temps. Et sur le format, il y avait aussi bien un espace dédié aux stands dans lesquels on pouvait aller échanger avec différents acteurs. De la NCT, il y avait la Mednum, il y avait aussi Cybermalveillance, la CRIMED, même l'IGN, enfin vraiment plein de choses. Et puis des formats différents avec des formats qui permettaient un petit peu plus de creuser un sujet ou qui étaient plus conférences un petit peu ou regards croisés et des formats ateliers, donc beaucoup plus participatifs, et un format sur lequel on a passé pas mal de temps avec Bruno, qui est le format pitch, que j'ai énormément apprécié, qui était des partages d'expériences et d'outils très, très courts, vraiment flash. Et ça, c'était vraiment intéressant et je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on va vous partager qui sont issues de ces formats pitch, Oui. sur vraiment des choses extrêmement concrètes. Et ça, Comme c'est des tout. outils PEDA qui ont été construits pour mieux les partager ou voilà, des initiatives existantes. Et pour inspirer pour des NEC locaux, quand on organise un NEC local qui est labellisé entre guillemets NEC, on a accès comme ça aussi à tous ces différents formats d'intervention pour pas être que dans de la conférence ou de la table ronde. Et donc il y a vraiment un guide là-dessus. Et c'est vrai que le format pitch, c'est un format qui fonctionne bien. Donc voilà, là je vous ai mis les 7 principes qui avaient été déterminés cette année comme le fil conducteur des échanges. Euh, donc là, vraiment les principes du numérique d'intérêt général. Voilà, je ne vous les détaille pas tout de suite, mais de toute façon, je vous enverrai la présentation. Pour vous dire aussi que bah, le NEC, ce sont des rencontres entre professionnels, comme le disait Claire, donc à la fois sur les stands, donc par exemple, l'ensemble des hubs, donc l'Interhub avait un stand sur lequel on s'est donné rendez-vous avec quelques Normands, donc il y avait des conseillers numériques normands qui étaient là pour témoigner d'une réalisation, donc c'était les conseillers numériques du conseil départemental du Calvados et de Pont-l'Évêque.
Il y avait aussi des agents de collectivité, des acteurs aussi de numérique responsable de Normandie. Voilà, il y a pas... Sur la photo de gauche, il y a quelques personnes qui étaient présentes. On s'est retrouvés aussi pour faire communauté en Savoie. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu une rencontre avec la nouvelle chargée du numérique et de l'IA, la nouvelle ministre, pardon, chargée du numérique et de l'IA, qui s'est produite et c'est en petit comité avec des représentants des coordinateurs de conseils numériques, des représentants des hubs, des représentants de la MENUM, de la NCT. Et donc, il y a pu avoir un échange pour, étant donné qu'elle arrivait sur le sujet, de lui présenter l'ensemble de l'écosystème et ce que chacun peut mener très concrètement. À cette occasion, donc, le Next, c'est toujours l'occasion de repartir avec pas mal d'actualités, plein de guides, plein de productions. Et donc, cette fois-ci, la MENUM a partagé la publication de son observatoire de l'inclusion numérique. Et dans l'observatoire de l'inclusion numérique, donc, il y a énormément de données en 2024 où on est la médiation numérique, où en sont les médiateurs, les collectivités, les hubs, etc. Et il y a un document, une synthèse qui reprend les recommandations pour les acteurs de la médiation numérique. Et il y a donc notamment cinq recommandations pardon, pour les professionnels de la médiation numérique. Hop, je vous mets tac, le document dans la discussion. Et donc notamment les recommandations pour les professionnels de la médiation numérique, il y en a 5. La première, c'est de ne pas se limiter à l'inclusion numérique vue par l'accès au droit, mais de bien parler de l'émancipation à travers le numérique. Le deuxième point, c'est de proposer des réponses pour accompagner la parentalité numérique. Alors ça, aujourd'hui, c'est un sujet qui est très, très prégnant, mais c'est quand même voilà, une recommandation. D'articuler aussi les référentiels de compétences numériques avec les référentiels de compétences psychosociales, de mobiliser les outils disponibles pour mener des diagnostics à 360 degrés, parce que c'est vrai qu'en termes de diagnostic des compétences numériques, il y a pas mal de choses qui existent, et des diagnostics à des niveaux plus ou moins avancés, donc voilà, autant s'appuyer dessus, et repenser les dispositifs d'ADVR. Voilà. Des choses pas très forcément nouvelles, mais en tout cas, l'observatoire permet de renforcer vraiment ces sujets pour les professionnels. Et par exemple, pour les hubs, les recommandations, c'est de euh, développer des programmes de sensibilisation et de formation pour les élus et de monter des projets régionaux européens qui vont bénéficier aux acteurs de la médiation numérique, par exemple. Donc pareil, je vous ai mis les liens, vous pourrez retrouver l'ensemble du document et des recommandations pour voilà, parcourir tout ça. Également, vous avez dû voir passer, mais je l'ai quand même rajouté, le bilan du dispositif conseiller numérique qui est sorti cet été, donc qui reprend à la fois le côté bilan, quels sont les professionnels qui ont bénéficié de ce dispositif et quel impact ça a eu auprès des bénéficiaires. Alors, la synthèse, bon, voilà, elle reprend ce qui ressort, notamment en termes d'impact des accompagnements. Donc plutôt un sentiment d'avoir progressé auprès des personnes interrogées. Mais là, ce qui est plus intéressant à parcourir, c'est vraiment les études plus complètes. Il y a pas mal de données sur le rapport au numérique des personnes accompagnées. Donc voilà, c'est assez intéressant à parcourir. Du coup, je fais un petit aparté sur où en est aujourd'hui le programme, le dispositif conseiller numérique. On en parlait tout à l'heure rapidement. Donc vous avez tous et toutes vu passer l'actualité concernant le projet de loi de finances sur l'inclusion numérique. Et donc, voilà, la baisse de budget prévue dès 2025. Donc, il y a eu une forte mobilisation menée par la MENUM, les hubs et plein d'acteurs nationaux de la médiation numérique pour mobiliser les députés et les sénateurs. Donc, il y a eu 9 amendements qui ont été déposés auprès de l'Assemblée nationale en faveur d'un budget pour l'inclusion numérique et pour conserver au maximum ce dispositif. Donc là, malheureusement, le budget n'a pas été voté tel quel, donc c'est parti au Sénat. Donc là, actuellement, ça va être débattu au Sénat, donc on essaie de mobiliser les sénateurs et les sénatrices. Il y a quand même plutôt un
une très bonne écoute et un bon retour de la part des élus sur ce sujet. Donc voilà, on espère pouvoir pas avoir une baisse moindre. Il y aura peut-être certainement une baisse quand même, mais en tout cas limiter la baisse et pouvoir conserver les postes actuels. Voilà, donc puis bien évidemment encore rien n'est encore déterminé. Voilà, en tout cas, on est plusieurs à se mobiliser. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a tout un kit de mobilisation qui a été fait par la MENU pour prendre contact avec ces élus locaux, à titre personnel ou professionnel. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas plus d'éléments, mais voilà, on va travailler déjà à vous faire passer l'information et puis collectivement aussi essayer de trouver des solutions. Voilà pour le dispositif conseiller numérique. Sur les actualités qu'on a pu aussi capter au NEC, il y a dans les productions de ressources du NEC, il y a des revues, et notamment la dernière revue qui est sur le jeu vidéo et le numérique d'intérêt général. Donc les revues NEC, en fait, elles reprennent à la fois des regards plutôt de chercheurs, voilà, d'experts, et puis des présentations d'actions concrètes et assez inspirantes sur le sujet. Donc là, il y a une présentation qui va avoir lieu cette semaine, donc le jeudi 21 novembre à 18h de ce numéro. Mais vous pouvez le retrouver, il est déjà en ligne, hein, vous pouvez le parcourir et puis vous pouvez retrouver toutes les anciennes revues. Claire, je l'ai mis ça là parce que tu avais découvert ce jeu. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Ah, donc ça, c'était dans les partages des pitchs. C'est vrai que j'avais bien aimé cette présentation. C'est aussi l'idée de partager un outil concret autour de la médiation numérique qui est sous forme d'un jeu de plateau, le numériquois, qui a été fait, il me semble, par la Ligue de l'enseignement. Donc après, vous pouvez cliquer pour prendre connaissance un petit peu plus en profondeur du jeu. Et puis, il y a une autre ressource dans le genre que j'avais envie de partager, qui est plus sur un outil sur l'IA, qui était aussi par la FAL, je crois. Je peux mettre le lien dans Ouais, le vas-y. chat. Que je trouvais assez facilement réutilisable. Et l'IA, j'ai vu que c'était quand même un sujet qui intéressait pas mal de monde. Donc, si vous voulez cliquer dessus. Et puis après, chacun peut prendre le temps de regarder. C'est vraiment bien partagé les outils, aussi bien pour les animateurs, avec à chaque fois voilà, comment prendre en main l'animation, les ressources en Creative Commons qu'on peut facilement réutiliser, reproduire. Et c'est ça aussi l'état d'esprit de numérique en commun qui, je trouve, est intéressant, de pas chacun réfléchir dans son coin à une ressource, mais de pouvoir aussi les partager et se les réapproprier. Tout à fait. Mais du coup, il y aura les liens dans la présentation également pour aller parcourir cette ressource sur la parentalité et le numérique. Ensuite, je vais passer la parole à Bruno et puis aussi Emmanuel et Claire si vous voulez compléter sur la COP de la médiation numérique qui a été donc présentée à l'occasion du NEC, qui a été échangée, etc. Bruno, tu veux partager quelque chose ou Je voulais partager, alors attends, je vais essayer, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, est-ce que vous voyez Oui, on voit ton l'espace? écran. Donc, en fait, comme disait Claire, c'est vrai que quand on débute, je pense que c'est naturel, notamment dans le cadre d'un premier NEC, on va très, beaucoup plus facilement, je dirais, sur les piges, donc des ateliers avec des outils, on va dire, à la découverte des divers outils, des ressources qui peuvent être partagées. Et moi, c'est vrai que je m'étais un peu attardé donc, sur la nouvelle COP de la médiation numérique. Donc, c'est vrai qu'en premier lieu, bon là, elle a basculé le 15, je rentre de congé ce matin. J'ai pas eu de retour, je dirais, sur des difficultés particulières concernant cette bascule. Il fallait simplement que les conseillers numériques puissent changer, je dirais, d'adresse, enfin, rentrer leur adresse mail dans les adresses secondaires donc de la COP. Apparemment, les personnes qui n'avaient pas fait, ce sont des conseillers numériques qui ne sont plus en activité.
Donc moi, j'ai pas vraiment de retour. Je sais pas si vous avez eu de votre côté des problématiques particulières. Moi, je pas, j'en ai pas entendu parler. Donc la COP, en fait, de la médiation numérique. L'avantage, c'est qu'on va regrouper au travers de cette plateforme, elle est évolutive, divers outils qu'il fallait aller un peu chercher à droite, à gauche. Donc, les conseillers numériques ont accès depuis le 15, une nouvelle ergonomie, peuvent aller enregistrer donc toujours leur activité, mais on a quand même des choses, je dirais, qui sont relativement plus sympas. Par exemple, si on veut enregistrer une activité, mettons en individuel, voilà, on a la possibilité, et c'est là la nouveauté, de pouvoir lier maintenant un bénéficiaire à une activité. C'est-à-dire qu'une personne qu'on va suivre très régulièrement, on va avoir la possibilité d'avoir une espèce d'historique, et cet historique ne sera accessible qu'aux conseillers numériques. Les structures, les responsables de structures donc, n'auront pas accès à ces données. Bon, c'est des problématiques RGPD, hein. Donc, à partir de là, je dirais quelque chose de plus sympathique où en fait il suffit simplement que de cliquer sur des pavés. Donc ça, tout le monde connaît, je dirais, ce développement, je dirais, de saisie de compte rendu d'activité. L'avantage aussi, c'est qu'on a la possibilité, une fois qu'on a saisi, disons, ces activités, d'avoir affaire à des statistiques où on va avoir différents filtres en fait qui ont été mis en place où on peut aller, par exemple, sur une période donnée, on peut aller sélectionner donc des lieux, on peut aller sur les divers types d'accompagnement. Ça peut être des ateliers collectifs, hein, des accompagnements individuels. Et à partir de là, donc, le conseiller pourra et ses responsables de structure pourront, disons, accéder à des données qu'on n'avait pas forcément l'ancienne version. Alors, je vais assez vite, hein, parce que c'est 3 à 5 minutes en gros. Concernant l'activité, alors l'activité et les statistiques notamment, on va avoir une possibilité, alors moi évidemment je ne veux pas en avoir à mon niveau, mais on va avoir la possibilité, disons, d'aller hop là, je vais un peu vite, d'aller sur des statistiques, je dirais, relativement précises sous format extra, alors, on peut les extraire sous format Excel, mais également sous format en PDF. Donc c'est vrai que ça permet, je dirais, de pouvoir éventuellement à un moment donné présenter l'activité donc du conseiller numérique quand on se retrouve face à des responsables de structure, voire éventuellement des politiques pour des prises de décision. Les bénéficiaires, donc on a un pavé bénéficiaire où là on va pouvoir même également apporter, disons, des données concernant donc, les bénéficiaires. Une possibilité aussi donc de retrouver dans mes outils l'intégralité donc des outils auxquels on pouvait accéder, je dirais, mais via des adresses qui n'étaient pas forcément référencées dans l'ancien espace COP. Donc, on va pouvoir aller consulter, paramétrer un agenda donc, de rendez-vous en ligne. Alors ça, c'est pas forcément obligatoire pour les conseillers donc concernant la mise en place. Bon, c'est vivement conseillé parce que ça permet quand même à des usagers de pouvoir prendre des rendez-vous en ligne lorsqu'ils en ont la possibilité. Un pavé également donc sur les aides en connect. On va retrouver également les outils PIX qui sont dédiés à la médiation numérique, donc PIX-Orga, pour proposer éventuellement, car on parlait de partage de ressources et tout ça, donc on va pouvoir proposer donc des tutoriels qui vont être adaptés aux besoins donc, de chaque usager. On va pouvoir également diagnostiquer, je dirais, le niveau de compétence donc, de ces mêmes usagers. Donc là, quelque chose de nouveau, on va pouvoir, donc les structures, la gouvernance de façon générale, les coporteurs vont pouvoir avoir accès également à un espace, donc l'espace Franck Numérique Ensemble, qu'on va pouvoir retrouver directement ici. La cartographie donc nationale des lieux d'inclusion numérique, alors ça, c'est un outil qu'on avait déjà, mais pareil, il fallait le chercher, là, on y a en accès direct, avec des mises à jour, donc on va pouvoir faire directement, nous, sur l'espace de la nouvelle COP. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été réclamé. Donc, on aura la possibilité aussi d'inviter, je dirais, à l'avenir, diverses structures au sein même de cet espace COP. Moi, ce que j'ai demandé, j'ai participé à, enfin voilà, un peu un bêta test hein, avec un développeur, donc Sylvain Aubry, il y a une quinzaine de jours.
où j'ai demandé, en fait, à partir du moment où il y avait une mise à jour qui était faite donc, par le conseiller, par la structure, par les conseillers numériques coordinateurs, eh ben, qu'on puisse envoyer, je dirais, un mail global à l'ensemble, je dirais, des parties prenantes de la structure, de la mise à jour. Comme ça, au moins, on sait que voilà, il y a des mises à jour qui se font. La cartographie, on le sait tous, elle n'est pas forcément à jour, mais à partir du moment où il y aura une interactivité, je dirais, concernant la mise à jour, on saura, bah, grosso modo, nous, ça fait partie de notre feuille de route dans la Manche, la mise à jour donc, de la carto, le pilotage, on saura, disons, qui travaille et qui ne travaille pas. On aura la possibilité après, pourquoi pas, de faire de l'accompagnement à ce niveau-là avec les structures. Enfin bref, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un outil super. Là, alors, on va pas voir très bien, mais j'ai un conseiller, moi, qui m'a demandé quels étaient, où est-ce qu'il pouvait retrouver également l'archivage de ces anciens comptes rendus. Donc là, on va pouvoir les retrouver ici, donc dans les profils des personnes. Alors là, on ne voit pas très bien. Hop, je vais diminuer. Non, on voit. Hop, voilà. Donc ici, en fait, on va pouvoir retrouver donc les archives donc de la COP version 1. Alors pour l'instant, c'est pas encore à jour, mais c'est quelque chose qui va arriver. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des conseillers qui s'inquiètent de la disparition de leur stat. Normal. Donc là, on aura, disons, alors arrêté, je pense, jusqu'au jour de la bascule. Ici, on aura l'activité, les activités. Alors, c'est vrai que par rapport à à ce qu'on peut avoir au niveau de la COP. Moi, personnellement, ce que j'attendais, en fait, c'était un espèce d'outil tout en main. Plutôt que d'aller chercher les outils à droite, à gauche, et ben, au moins, on a quelque chose voilà, où c'est vraiment l'outil central et qui peut être partagé avec un maximum de, comment, d'intervenants, je dirais que ce soit enfin, les divers médiateurs numériques, quoi. Voilà, c'est un petit peu rapide. Attends, je vais Et ressortir. puis, c'est un outil qui est ouvert aux médiateurs aussi numériques. C'est ça, en Oui, fait, qui est ouvert, voilà, oui. aussi, Oui, on va dire, la grande nouveauté. voilà. C'est que c'est pas que pour les conseillers numériques, c'est vraiment pour tout le Ouais. monde. Et aussi, ce qui est, enfin, c'est un outil qui est encore en construction, donc sur lequel il est encore possible de faire des retours, d'ouvrir des tickets, de faire remonter des besoins. Mm. Voilà, faut vraiment pas hésiter voilà, à tester l'outil, à se Il est créer un compte, évolutif. et puis à envoyer aussi. Enfin, il y a pas mal de ressources sur les bases. Tout ça, c'est pareil, c'est dans le support, il y a tous les liens. Euh, et puis peut-être qu'à une échelle régionale, on organisera peut-être un point plus spécifique là-dessus, voilà, à voir. Moi, je viens de de mettre dans la conversation la présentation de la COP, puisqu'il va y avoir des webinaires qui vont être organisés donc courant novembre et décembre pour les conseillers numériques et également pour les coordinateurs. Donc moi, je vais faire un mail récapitulatif pour communiquer sur le replay et puis je remettrai aussi le lien vers les webinaires pour la prise en main de la COP de la nouvelle COP pour l'ensemble des conseillers numériques de Seine-Maritime. Ok, très bien, merci. Alors ensuite, dans les différents dispositifs, Claire parlait tout à l'heure de l'IA, en effet, c'est un peu comme parentalité numérique, c'est des sujets qui sont très présents aujourd'hui dans les accompagnements, très présents dans les médias, très présents dans la bouche de certains usagers. Le café de l'IA, c'est un outil aussi, un dispositif qui a été, enfin, c'est une démarche plutôt, qui a été présentée aussi à NEC. Donc c'est un dispositif national de débat et de partage de connaissances sur l'IA. C'est piloté par le Conseil national du numérique qui prend vraiment voilà, ce recul sur notre société en environnement numérique. Le Conseil national du numérique avait parcouru pendant je sais pas, plus de 2 ans l'ensemble du territoire français à la rencontre des professionnels, des habitants, des élus pour faire ressortir un peu les problématiques des Français et des Françaises autour du numérique. Suite à ça, suite aussi à une mission gouvernementale qui leur a été confiée sur l'IA, ils sont en train, c'est vraiment une démarche qui est en cours, hein, ça démarre tout juste. Donc en fait, cette démarche qu'a fait l'IA, c'est rassembler l'ensemble de ressources d'une communauté autour de l'IA pour avoir en gros, on va dire, un discours pas forcément commun, mais en tout cas des éléments pour pouvoir avoir un discours et accompagner les personnes à l'IA, puis même soi-même en tant que professionnel aussi, bien comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Le café de l'IA en tant que tel, organiser un café de l'IA, c'est
un temps d'échange qui peut prendre plein de formats différents. Tout est expliqué sur la plateforme, mais ça peut prendre vraiment tous les formats que vous souhaitez. Ça peut être un café de l'IA entre professionnels, ça peut être un café de l'IA avec des personnes que vous accompagnez, ça peut être un café de l'IA avec les habitants d'un quartier, avec des étudiants ingénieurs. Enfin, il peut vraiment y avoir autant de cafés de l'IA qu'on le souhaite. Après, c'est comment on l'anime, quelles sont les ressources pour l'animer. Voilà, c'est vrai que ben, toutes et tous, enfin, d'ailleurs plus nous que les médiateurs, mais on n'est pas forcément des spécialistes de l'IA. Voilà, il faut quand même une certaine expertise quand on parle d'IA. Mais il y a justement pas mal alors, d'éléments d'auto-formation, pas mal de ressources pédagogiques qui ont été un peu triées, des formations qui ont été un peu triées, et puis des ressources pédagogiques qui commencent à arriver sur la plateforme, notamment une présentation un peu, des éléments de présentation générale de l'IA pour se les approprier, un petit jeu aussi, un petit outil d'animation qui est assez sympa pour enfin, plutôt imaginer et laisser aller un peu son esprit autour de l'IA. Donc moi, par exemple, je vais le tester là en interne avec des collègues pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est une démarche qui démarre. Donc nous, le Hub, on va suivre ça. Il y a déjà eu un café de l'IA organisé par le réseau Canopé dans l'Orne. Il y a eu un café de l'IA organisé au Havre chez Logéo. Donc, je pense qu'on organisera un temps spécifique présentation de café de l'IA avec l'équipe nationale, peut-être en début 2025. Et ben voilà, si là-dessus, si vous souhaitez en organiser, si vous souhaitez comprendre, ben, n'hésitez pas à voilà, à me solliciter et puis on peut en échanger et on peut vous orienter pour organiser voilà, des temps d'échange autour de l'IA pour faire tomber un petit peu toutes les questions, faire naître des débats et aussi du coup prendre la mesure de quels vont être les besoins en termes de ressources à développer. Emmanuel, je te laisse évoquer l'atelier auquel tu as participé sur l'intervention en milieu rural. Enfin, je l'ai nommé comme ça, mais ce n'était plus le terme exact. Oui, alors j'ai donc participé donc à une intervention, enfin une conférence regard croisé autour de l'émancipation des territoires ruraux grâce au numérique, puisqu'aujourd'hui on a plus de 30 000 communes qui sont réparties sur les territoires ruraux français. Et la question de l'appropriation du numérique par les habitants et les élus aussi hein, est cruciale. Donc l'objectif donc de mon intervention, c'est d'explorer justement quels ajustements sont nécessaires pour faire émerger donc des services réellement inclusifs et au-delà de ça, renouer le dialogue avec les usagers au-delà des simples politiques publiques de compensation. Ce que j'ai retenu par rapport à ça, c'est un besoin de formation des élus territoriaux. Alors, manque de formation au niveau des élus en zone rurale, donc qui ne s'approprient pas forcément ou qui n'ont pas la même sensibilité autour de la transition numérique. Et il semble donc indispensable de former, de sensibiliser les élus autour de cette réflexion approfondie qu'il est nécessaire de systématiser hein, autour de cette sensibilisation sur l'inclusion numérique. Ce qui ressort aussi dans le cadre de France Numérique Ensemble. Hein. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est aussi des choses qui sont mises en relief, en tout cas dans le cadre de France Numérique Ensemble. Du coup, se pose la question aussi de la modernisation de l'offre de formation du CNFPT. Donc, ça fait aussi écho avec les secrétaires de mairie hein, qui se retrouvent en tant qu'aidants de proximité. Donc, la question que j'ai soulevée à cette occasion, c'est quelle est l'offre de formation et à destination des élus et à destination des secrétaires de mairie? Il faut savoir aussi qu'au niveau des secrétaires de mairie, il va y avoir une revalorisation de leur statut. Elles vont toutes être revalorisées en catégorie B en 2026. Hein, donc, ça fait écho à une reconnaissance de leur travail dans les zones rurales. Elles
joue un rôle de guichet unique, constituant donc le point d'entrée incontournable pour les usagers. Et l'objectif, c'est de structurer donc une offre numérique et d'organiser un aller vers efficace pour les habitants. Donc comme je le disais, donc renforcer l'offre de médiation, enfin de services numériques par l'itinérance. C'était le deuxième point, puisque ça renforce aussi l'accessibilité. Ça permet aux usagers, en tout cas, de toucher des usagers éloignés des centres urbains et de réduire aussi les inégalités d'accès au numérique. Ça permet aussi, quand on développe une offre de services numériques itinérante, d'adapter les besoins des usagers au niveau local, de mieux comprendre et de répondre à leurs besoins spécifiques. Et ça permet aussi de renforcer le lien social. Donc, il est vrai en tout cas par rapport aux intervenants qu'il a été évoqué que les initiatives itinérantes favorisent les rencontres et les échanges entre les habitants, ce qui permet aussi de renforcer le tissu social. Merci Emmanuel. Justement, j'ai vu passer ce matin, je ne l'ai pas intégré à la présentation, mais un webinaire qui est organisé par PIMS Médiation et France Médiation le 29 novembre sur les mobilités douces pour l'inclusion numérique, avec un partage sur comment dire, des solutions qu'on connaît déjà, Oui. dont Pulse a déjà beaucoup parlé, le triporteur notamment, mais il y a aussi d'autres des choses qui sont partagées, notamment, comme tu me disais, dans le cadre de France Numérique Ensemble, c'est un sujet très présent. Donc voilà, ce sera intéressant d'aller écouter ce qui se dit ailleurs. Au niveau de l'avantage d'une offre itinérante, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une certaine flexibilité et réactivité. Donc, ça a permis, en fait, les services itinérants permettent de déployer rapidement des services et de les ajuster aussi en fonction des retours usagers. On a aussi la promotion de l'innovation en allant vers les usagers. Les services numériques itinérants peuvent encourager aussi l'innovation locale et l'appropriation des outils numériques par les habitants. Et donc, ça peut aussi permettre de mettre en avant une vitrine technologique, donc par des nouvelles technologies et les bonnes pratiques en matière de numérique dans les zones rurales. Je vais prendre l'exemple de la Seine-Maritime pour contextualiser au mieux ce que j'ai retenu. Au niveau de la population, on a 50% de nos habitants qui sont concentrés dans la métropole de Rouen et la communauté urbaine du Havre. On a 34, en termes de ruralité, on a 34% de la population qui vit dans une commune rurale, dont 12% hors influence d'un pôle, malgré un taux d'urbanisation élevé. Et il faut savoir que les Seine-Marins, en tout cas pour 13% d'entre eux, ne possèdent pas de voiture. Donc c'est une part plus élevée qu'en France et en province, puisqu'on a 10%. Et on a des difficultés de mobilité dans 24 communes de Seine-Maritime. Au-delà de ça, on a un bon taux de connexion Internet fixe, puisque 91% des locaux sont éligibles au très haut débit. Au niveau de la fibre optique, 100% des communes couvertes par la Seine-Maritime numérique sont éligibles depuis 2023 et on a 99% de la population couverte par au moins 3 opérateurs. Donc, si je dois faire une conclusion, c'est que donc, il faudrait aller vers une émancipation numérique. En termes d'accessibilité, l'objectif, ce serait de renforcer l'accès au numérique dans les zones rurales. La formation aussi est un deuxième point important, puisqu'il faudra développer les compétences numériques des élus, des habitants et autres acteurs de l'inclusion numérique. Donc, je parlais tout à l'heure notamment des secrétaires de mairie. Au niveau de l'innovation, il faudrait donc qu'on arrive à combler les disparités, encourager les initiatives locales et l'adaptation aux besoins spécifiques des publics, tout en offrant une flexibilité et une réactivité précieuse. Et en termes d'inclusion, donc créer des dynamiques économiques, sociales et culturelles en favorisant le vivre ensemble, tout en renouant le dialogue avec les usagers. Donc, pour moi, c'est une voie assez prometteuse vers un avenir on va dire, plus équitable et connecté dans les territoires ruraux. Voilà ce que j'ai retenu en tout cas de ce regard croisé.
Super, merci Emmanuel. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore un ou deux points à voir, donc si vous avez des questions à poser aux différents intervenants de ce matin, n'hésitez pas. Pas de questions, donc c'est que j'ai été très claire. Exactement, c'était très clair et très complète. Merci. Voilà, de toute façon, l'idée ce matin, c'était vraiment de partager un peu les grandes lignes, voilà, les grands axes de ce qu'on a pu voir, entendre à NEC. Après, dans le replay, dans la ressource, je mettrai aussi les coordonnées de chacun des coordinateurs, coordinatrices de conseillers numériques en Normandie. Et si vous souhaitez aussi revenir vers eux derrière pour les interroger, même prendre contact pour voilà, des projets ou autres, voilà, comme ça, vous aurez les coordonnées de tout le monde. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Donc, je voulais vous partager également un sujet qui est beaucoup ressorti aussi dans le cadre de France Numérique Ensemble. J'ai assisté à plusieurs ateliers, dont notamment un atelier et un regard croisé sur les questions d'accompagnement social et d'accompagnement numérique. Donc, il y avait un premier atelier qui s'intitulait Articuler la grande diversité des aidants numériques, qui était notamment animé par plusieurs acteurs, mais notamment par les PIMS, les PIMS Médiation. Donc c'était un atelier qui était assez intéressant dans l'idée de le reproduire à des échelles locales. Je m'explique, en fait, là, dans le cas de France Numérique Ensemble, on se rend compte que la frontière entre les métiers de l'accompagnement social, travailleurs sociaux, etc., et de l'accompagnement au numérique sont voilà, très poreux, qui a des difficultés parfois à poser des limites de certains accompagnements, qui a parfois une méconnaissance des métiers des uns et des autres. Et donc, ce qui ressort énormément, c'est qu'il y a un besoin vraiment déjà un peu mieux délimiter le contour des missions de chacun, de chacune, de ces professionnels, de la médiation numérique au sens très large. Et puis, aussi créer plus d'interconnaissance. Alors, à la fois au sein de la communauté des professionnels de la médiation numérique, c'est-à-dire conseiller numérique, médiateur numérique, mais aussi d'élargir à tout ce qu'on va appeler les aidants numériques. Donc, qu'est-ce qu'un aidant numérique? Ben, ça, c'est une définition, un peu chacun a mis un peu ce qu'il veut derrière, puisqu'on on avait plusieurs items qui nous étaient proposés. On a tous eu envie d'en rajouter plein d'autres. Mais on avait par exemple les médiateurs sociaux, les travailleurs sociaux, les agents des services publics, les écrivains publics numériques, les aidants familiaux, des bénévoles qui interviennent dans les associations. Voilà, il y avait plein de typologies d'aidants. Et on était invité à réfléchir en fonction de certains profils types de personnel, quelle articulation on pouvait avoir entre les différents aidants dans un parcours type d'accompagnement, vraiment dans cette idée de parcours de l'usager, et les articulations à créer. Et donc, ça a été un format d'atelier donc, que j'ai récupéré, que je mettrai sur les bases, j'ai trouvé très intéressant quand on veut mener cette réflexion à une échelle locale, avec voilà, des médiateurs, des conseillers, des aidants de son territoire. Ça permet de se poser les bonnes questions et de travailler autour d'un parcours de l'usager. Donc voilà, atelier plutôt inspirant. Et puis ensuite, j'ai participé à un pitch, c'était un pitch. Comment agir pour que le numérique ne soit pas un frein au retour à l'emploi? Et donc, il y avait une présentation de France Travail sur déjà leur politique en termes d'inclusion numérique, des grands chiffres, des grandes données, notamment le fait qu'aujourd'hui, 55% des demandeurs d'emploi ont un frein numérique et que aujourd'hui 75% des emplois nécessitent des compétences numériques de base. Donc voilà, on sait bien toutes et tous que le numérique est un levier d'insertion très important, mais il peut être aussi un frein. Et donc il y avait le témoignage notamment du département de l'Allier qui a mené une expérimentation dans le cadre de territoire zéro chômeur. Ce que j'ai retenu de ce témoignage-là, c'est qu'en fait, il y a un vrai travail de binôme qui a été réalisé entre les accompagnateurs sociaux et les médiateurs numériques du conseil départemental, mais pas que d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait France Travail et d'autres partenaires.
Donc il y avait vraiment un binôme identifié, vraiment marqué comme on travaille ensemble, que ce binôme se retrouvait autour de temps café, ce qu'ils appelaient les cafés numériques. Alors, on prend beaucoup de café dans la médiation numérique, a priori. Mais c'est des temps de partage voilà, d'informations, partage de connaissances, partage aussi d'évolution des personnes suivies, accompagnées, pour vraiment avoir voilà, un parcours le plus complet, le plus renforcé possible de la personne accompagnée. Et globalement, ce qui ressortait de tous ces temps auxquels j'ai participé sur l'accompagnement social et l'accompagnement numérique, c'est vraiment cette nécessité à créer voilà, justement le maximum de binômes, d'interconnaissances, de bien délimiter les missions de chacun, de se créer voilà, des routines, des outils autour de la médiation sociale et de la médiation numérique. Donc ça, c'est un travail qui va être mené, je pense, dans quasiment tous les départements dans le cadre de France Numérique Ensemble. Mais voilà, vraiment le conseil départemental de l'Allier ont mené un projet assez intéressant et ils ont accompagné 900 personnes, je crois, sur 2 ans. Donc voilà, et avec des belles réussites derrière, donc voilà, c'était assez intéressant. Je vous ai mis, attendez, c'est mon dernier. Je vous ai mis aussi en lien, Bruno, je crois que tu y as participé, des actions inspirantes qui ont été partagées dans le cadre de France Numérique Ensemble. Alors, ça portait pas mal autour des financements, mais pas que. Et puis aussi, en Nouvelle-Aquitaine, il y a quelques mois, il y a un livret d'actions inspirantes qui a été réalisé et pareil, qui rassemble sur plein de sujets, la parentalité, le numérique responsable, l'accès aux droits, enfin voilà, sur plein de sujets, il y a des actions existantes qui sont mises en avant dans ce livret. Ça permet voilà, de se donner un peu de nouvelles idées. Euh, voilà pour le support que je souhaitais vous présenter. Voilà, je ne sais pas, Claire, Emmanuel, Bruno, si vous souhaitez rajouter des choses. Et David, si tu as quelque chose à rajouter. Et puis, si vous avez également des questions, des remarques, on a encore 5 minutes si vous voulez qu'on discute plus voilà, à bâton rompu. Bah, moi, je trouve que c'est très intéressant. Alors moi, je me penche particulièrement sur l'IA. Donc, je pense que la prochaine réunion de Cordo avec les conseillers numériques va tourner, je ne vais pas dire principalement autour de ça, mais il y aura voilà, un temps fort sur l'IA. Au-delà du débat, je trouve que c'est quand même une ressource très intéressante pour les conseillers numériques. Et l'objectif, c'est aussi de leur faire découvrir des outils qu'ils peuvent utiliser, je ne vais pas dire au quotidien, mais sur lesquels, en tout cas, ils peuvent s'appuyer voilà, dans certaines situations. Et donc, moi, j'ai un conseiller numérique, Christophe, qui va intervenir voilà, en séminaire des cadres autour de ça. Et l'objectif, c'est aussi de m'appuyer sur son expérience pour qu'il puisse sensibiliser les autres conseillers numériques. Je m'étais positionnée au NEC sur le déploiement d'un café de l'IA en Seine-Maritime. Je n'ai pas eu de retour, mais voilà, je vois aussi encore un moyen de faire une connexion entre le NEC et les conseillers numériques au niveau à l'échelle locale. Et voilà, donc je vais très, très certainement revenir vers toi, Caroline, pour qu'on arrive à mettre en place un événement autour de ça pour les conseillers numériques. Ouais. Alors après, est-ce qu'on le fait à l'échelle de la Seine-Maritime ou à l'échelle des départements? Voilà, si les autres cordeaux sont intéressés, pourquoi pas? Je ne suis pas fermée, pas du tout. Ok, on en discute. Merci, Emmanuel. Pascal, tu voulais poser une question, intervenir? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, j'ai une question par rapport à l'intelligence artificielle. Caroline, est-ce que parfois il est possible de faire le lien avec ce qui est proposé par la région dans le réseau de Normandie Connectée? Régulièrement, il y a Oui. des formations, des séminaires, je ne sais pas comment les appeler,
Et les derniers bon, il y en a un qui était intéressant, un qui l'était moins, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que tu l'as déjà fait. Non, je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu beaucoup de retours très positifs dessus. Oui, oui, bien sûr. Bah, justement, on a échangé il y a quelques jours avec Claire de l'Heure sur ce sujet-là, pour croiser en effet avec ce qui est porté par le réseau Normandie Connecté de la région Normandie sur l'IA, puisque l'expertise IA en Normandie, elle est Mm. à la région. Donc oui, oui, l'idée, c'est de croiser à la fois la démarche au Café de l'IA, l'expertise Normandie Connectée. Et donc justement, on va peut-être s'appuyer sur les pôles de proximité Normandie Connectée dans les départements pour mener tout ça. Donc, Ouais, ce serait trop bien, comme ça on pourrait redéposer une candidature et avoir de nouveau du financement de la région. Merci Caroline. Ah bah écoute, Non mais c'est Pe- vrai. Petite Faire ça, question, c'est bien. Pascal ne s'est pas Oui, présenté. oui, pardon, excusez-moi. Pascal Carrette, directeur de l'association Les Arts et les Mots. On a espace public numérique sur l'intercom Bernet Terre de Normandie. Là, j'avais abonné parce qu'on n'a pas de chauffage à la gare de Cerquigny. Donc, j'ai le nez rouge aussi, je m'en excuse, mais on se caille vraiment les miches, hein, si je peux permettre l'expression. Et le nez, d'ailleurs. Mais voilà, donc je ne sais pas quoi dire d'autre sur Les Arts Donc et les Mots. Normandie, enfin réseau Normandie Connecté, c'est ça? oui, Oui, c'est Ok, ça. ça Dans le marche. cadre, oui, c'est ça. les pôles de proximité Normandie Ok, Connectée. Oui. ouais, moi, je Voilà. m'en doutais un petit peu. Et on a une conseillère numérique déjà embauchée et on est en train d'embaucher un ou une nouvelle. Et Parfait. justement, avec les référents pôles de proximité Normandie Connectée, l'idée c'était de voir justement à quel moment le travail entre les coordinateurs de conseil numérique et la On peut médiation les intégrer numérique, aussi dans voilà, cette à quel moment ça dynamique. s'articule. Oui, oui, mais il y a des passerelles à faire. Moi, je travaille avec, enfin, je travaille. Je connais bien Pierre Nobis Aglo et il me vend des choses sur l'IA, mais je me dis, mais il va intervenir dans les réunions parce qu'il est tellement plein de ressources que on reste dans un écosystème. Donc, forcément, s'il y a de la ressource, même si ça fait pas partie du conseil numérique, l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'interconnaissance et aussi de transmettre un petit peu toutes ces ressources très intéressantes sur des sujets d'actualité. Il y a une question de David, en effet, qui réagit, je pense, à ce que disait Pascal à l'instant sur une nouvelle embauche de conseiller numérique, qui s'étonne qu'il y ait des nouvelles embauches de Oui, conseillers numériques. Non, 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 c'est pas une nouvelle embauche. C'est Non, non, ça? en fait, c'est parce que l'année dernière, il y avait des postes des habilitations. c'est ça, qui sont retournés au département. Nous, on s'est positionné pour un poste et voilà. Mm. Donc, c'est pas une, enfin, pour nous, c'est une nouvelle embauche, mais globalement, dans le quota au niveau départemental, Ouais. on est dans les clous. Enfin, C'est parce qu'il restait des supports de postes. Donc effectivement, dans l'heure, il y a plusieurs structures qui prennent des nouveaux conseillers numériques. Mais ce n'est pas des postes en plus, c'était des qui n'étaient pas encore mobilisés. C'est des habilitations vacantes de la préf. Ouais. Je ne sais pas si tout est suspendu pour l'instant, mais je Bah, pense qu'il n'y en tout aura pas cas, de nouvelle habilitation, ça c'est sûr. il n'y aura pas de nouvelles. Et là, en tout cas, nous, pour la Seine-Maritime, la préfecture est plutôt en train de ralentir justement les nouvelles embauches en attendant le vote du budget définitif de l'État. Bien sûr. Mm. Ça doit être Plus général. Parce que raisonnable. nous, dans la Manche, c'est pareil, hein. C'est Tout le pareil, monde a voilà. temporisé. Donc, on ne veut pas être alarmiste, mais plutôt précautionneux, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on ne va pas inviter tout le monde à porter des postes de conseiller numérique, pas en ce moment. Même si, en effet, il y a des postes encore vacants auprès des préfectures. Bah moi, en tout cas, j'ai trouvé le webinaire très intéressant. Merci, Liliane. Non, mais pour NEC, moi, j'en avais déjà largement échangé avec mes conseillers numériques puisque l'objectif, c'était aussi qu'ils puissent intervenir sur les prochains NEC. Bah, justement pour tout ce qu'on vient de citer, hein, les pitchs, les conférences, les ressources, et puis les contacts directs avec bah, des personnes qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer tous les jours, comme la NCT. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant au-delà du fromage, du fromage et de ma chambre d'hôtel avec chauffage Et eau chaude. et autre chose. Non, c'était très, très intéressant. Je suis Bon, repartie avec ouais. plein de ressources qu'on a distribuées d'ailleurs au moment du séminaire. Très bon retour. Voilà, tout le monde était ravi.
Et c'est vrai Je que vais ça arrêter. ça a donné envie. On arrive à la fin, mais peut-être c'est une ouverture aussi d'y aller à plus nombreux. Moi, je Mm. savais pas exactement où je mettais les pieds, mais j'aurais fait beaucoup plus de Mm. mobilisation, puis à voir selon aussi où sont localisés les prochains, mais pour créer des dynamiques de groupe et une culture, partagée. Alors bien sûr, on peut en organiser des événements locaux, mais vraiment des choses comme ça ouvre l'esprit et ça soude aussi les équipes d'une manière vraiment intéressante. Donc pour les prochaines fois, s'il y a des motivations, on pourrait peut-être essayer d'y aller un peu plus nombreux. Et C'est vrai mieux que par rapport. répartir. Pardon, Pardon. vas-y, Et excuse-moi. mieux répartir aussi peut-être nos interventions sur les pitchs, etc. Puisque parfois on avait 3 ou 4 sujets hyper intéressants et on pouvait pas se démultiplier. Donc c'est vrai qu'en y allant à plusieurs, on peut à la limite se répartir certaines animations et puis justement repartir avec encore plus de connaissances et de matière. Donc voilà, moi c'était ma première et c'est certainement pas ma dernière. Très bien, merci.